Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie du docteur Morès. Bonjour docteur, Bonjour. merci à vous de m'accorder ce temps pour répondre à mes questions. Donc peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien entendu, alors je suis donc Célia Morès, j'ai un doctorat de neurosciences. Je suis spécialisée plutôt dans ce qui touche au traitement de l'information donc par le cerveau, c'est-à-dire les questions notamment de mémorisation, mais pas que, de prise de décision aussi. Et actuellement, je suis chargée d'enseignement dans une école de diététique et nutrition humaine qui s'appelle le DNH à Paris. Je suis aussi en même temps membre du comité scientifique du Réseau national des centres de gestion du stress. Donc, j'ai aussi des compétences sur ce qu'est le stress, comment le gérer et quelles sont ses conséquences. Et aussi, je suis chroniqueuse sur Nutri Radio et j'anime une émission qui s'appelle La Sphère Neuro pour parler notamment des liens entre cerveau et alimentation, mais pas que. Tout ce qui touche au cerveau et aux nourritures de l'esprit, mais pas que. Peut-être dans un premier temps, ma première question, ce sera quelle différence existe-t-il entre neurosciences et neurologie pour nos auditeurs? Alors, c'est deux choses différentes, même si elles se ressemblent. Neurologie, c'est plutôt la spécialité médicale. Ce sont les médecins, les neurologues qui vont soigner les pathologies comme la maladie d'Alzheimer, comme les déclins cognitifs, comme Parkinson, comme les scléroses en plaques, comme la maladie de Charcot. Ils ont fait donc médecine. Neurosciences, c'est de la science, j'allais dire, pure. C'est-à-dire, lorsqu'on a un doctorat de neurosciences, on ne peut pas faire d'ordonnance, on ne peut pas recevoir de patients, on cherche, on trouve, justement, et ce qu'on cherche, ce qu'on trouve, ce qu'on réalise dans nos recherches, nos trouvailles, si je puis dire, vont permettre aux médecins de soigner leurs patients. Donc, dans la recherche en neurosciences, il y a deux types de recherche. La recherche plutôt fondamentale, qui va être réalisée sur des cellules, ou aussi sur des animaux. Mais ensuite, on a la recherche clinique et là, ça se fait avec l'accord et avec le concours des médecins, puisqu'à ce moment-là, on teste de manière appliquée ce qu'on a pu trouver de manière fondamentale sur des patients, le but étant évidemment pour ces médecins pardon, de soigner les patients et de leur apporter une meilleure qualité de vie quand on ne peut pas soigner, notamment lorsque c'est le cas pour la maladie d'Alzheimer ou Parkinson, on n'en guérit pas, mais évidemment, on peut améliorer les conditions de vie et essayer de traiter ces patients, en tous les cas, de faire au mieux, D'accord, donc comme vous l'avez dit, donc la neurologie c'est plus médical et que la neuroscience c'est plus de la recherche. totalement. Ma deuxième question serait la suivante. Euh, Quel conseil alimentaire donneriez-vous à une femme enceinte pour que son enfant soit en bonne santé au niveau neurologique? Alors déjà, c'est de bien s'alimenter, c'est-à-dire d'avoir une alimentation équilibrée. Donc là, jusque-là, rien de nouveau. Mais il y a deux points importants. Je commencerai par un des points qui est faire attention à la suralimentation, notamment en produits riches en graisse, saturés, je parle, enfin vraiment les trucs très gras, les sucres raffinés. Pourquoi? Parce que si la mère se nourrit de cette manière-là, ça peut évidemment provoquer des altérations neuronales. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, probablement par manque de temps, mais effectivement, ça va créer probablement des altérations neuronales, ce qui va faire en sorte que l'enfant qui va naître peut naître effectivement avec une leptinorésistance et notamment un système de récompense qui sera dysfonctionnel. La leptine est notre hormone qui est impliquée dans la satiété. Donc, s'il y est déjà résistant à la naissance, ça peut conduire à de l'obésité plus tard. D'ailleurs, cela s'est vu dans certains articles scientifiques, en tous les cas, ça a été prouvé dans les recherches, que les mères qui s'étaient suralimentées en produits riches en graisse et en sucre, et qui donc du coup ça avait eu ces répercussions-là, il y avait plus de risques pour les petits nés de ces mères-là d'avoir effectivement une leptinorésistance et de conduire à des maladies métaboliques, certes comme le diabète, mais aussi à une obésité. Et quand je parle de système de récompense, c'est le système qui nous motive notamment à nous nourrir, mais pas que. Et s'il est dysfonctionnel, on n'appréciera pas les récompenses de la même manière. Donc on sera généralement plus, on aura plus envie de consommer pour obtenir la même récompense qu'une personne lambda. Dans un autre cas, enfin, dans un autre cas, dans un second temps, il faut absolument qu'il y ait effectivement un bon apport, notamment en oméga 3.
Pourquoi? Parce que les oméga 3, effectivement, ce sont les constituants de nos membranes cellulaires et déjà nos neurones, ce sont des cellules. Et on s'est rendu compte que chez les petits nés de mères qui avaient des carences en oméga 3, ce qui se passait, c'est qu'on pouvait assister à des déclins cognitifs un peu plus tard, hein, quand on les testait au cours de l'enfance, évidemment pas à la naissance, mais au cours de l'enfance, une diminution de l'acuité visuelle et ça pouvait même aller dans certaines études, ils sont allés même jusqu'au point de dire ça pouvait provoquer des retards mentaux. Donc on voit bien l'importance notamment de ces oméga 3. Alors c'est vrai que certains préconisent peut-être de supplémenter une femme enceinte, pourquoi pas. Apparemment, dans nos pays occidentaux, on serait plutôt en carence d'oméga 3, mais là, je ne peux pas vous répondre, ça serait plutôt un médecin ou un diététicien nutritionniste à voir avec la patiente, la femme enceinte, s'il y a besoin ou pas, en tous les cas, de surveiller la consommation d'oméga 3, parce que c'est au cours du développement que le cerveau en est le plus friand. C'est vraiment la période la plus critique pour ce type de consommation. Évidemment, tout ce qui va être antioxydants, certains types de vitamines, le fer, etc., qui évidemment vont aussi avoir un impact. Donc là, nous venons d'aborder le développement neuronal lors de la gestation. Et pour continuer sur ce thème-là, comment accompagner au mieux un enfant dans son développement neuronal au niveau alimentaire? Déjà, c'est de lui procurer une alimentation équilibrée, à la fois pas trop restrictive, bien évidemment, pour pas créer de frustration qui risquerait d'avoir des conséquences plus négatives que bénéfiques, hein. On sait bien qu'il y a eu des études qui ont été menées chez des enfants qui n'avaient pas eu droit au sucre. On leur a fait goûter finalement des boissons sucrées. Et ce qui s'est passé, c'est que ces enfants-là, qui avaient été très restreints en sucre, consommer plus de boissons sucrées, préférer la boisson qui était la plus sucrée par rapport aux autres. Donc, il ne faut pas non plus, en voulant bien faire, créer effectivement le revers de la médaille qui serait des conséquences désastreuses. Et ensuite, l'alimentation équilibrée, riche en antioxydants, riche en vitamines et riche en oméga 3, parce qu'on sait évidemment que les oméga 3, il y a un fort lien, une corrélation, un fort lien en tous les cas, entre la consommation d'oméga 3 et les performances cognitives. On sait qu'il y a des études qui ont montré que ça a augmenté la mémoire. Déjà, c'est que ça diminuait le déclin cognitif, mais aussi que ça augmentait la mémoire, ça augmentait les performances, par exemple, de force verbale, les performances au niveau de tout ce qui est capacité de calcul en mathématiques, mais pas que. Il y a même des liens, une étude qui a montré qu'il y avait un lien entre finalement les personnes qui étaient de bons consommateurs d'oméga 3, en tous les cas qui n'avaient pas de carence en oméga 3, et les scores que l'on a au PISA. Alors, PISA, c'est quoi? C'est le classement international de l'acquisition des connaissances chez les enfants. Et donc, on a généralement, je crois que c'est chaque année, un classement qui fait qu'on est la France se situe en telle position, etc. Et ben, on a remarqué que ça se fait, donc ils ont à peu près 15 ans quand ils sont testés, et ben, on a remarqué que finalement, ceux qui avaient un bon apport d'oméga 3, où il n'y avait pas de problème d'oméga 3, c'est ceux qui avaient les meilleures performances scolaires. Attention toutefois, moi, ce que je vous dis, ce sont ce qui est mené dans les études. Et évidemment, les études, surtout sur l'alimentation, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des biais, etc. Donc, ce sont des corrélations, c'est des résultats prouvés, mais c'est toujours évidemment quand même à prendre avec des pincettes. Je préfère le rappeler parce que ce sont des études publiées, mais voilà, il ne faudrait pas dire, ben oui, mais lui, il en avait moins, il n'a pas été non plus, il n'a pas eu de déclin, il n'a pas eu de retard mental. Voilà, c'est pas non plus, ça peut être pas aller jusque-là, mais en tous les cas, dans les études, ça a été prouvé à maintes reprises. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais il me semble qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués avec le trouble du déficit de l'attention. Est-ce qu'il y a un lien justement entre l'alimentation et ce genre de trouble chez l'enfant? Alors, il y a probablement un lien. Je crois qu'il y a des études qui ont été menées, notamment sur tout ce qui était microbiote, probiotiques, problèmes d'alimentation diversifiés. Après, je n'ai pas de données particulières au niveau d'une alimentation particulière, justement, pour le TDAH, comme on dit. En tous les cas, s'il y a un manque d'apport de quelque chose, ça va évidemment occasionner des déficits attentionnels. Après, ce trouble-là est quand même assez spécifique, donc il faudrait peut-être pousser plus loin et voir avec les médecins à quoi ça peut être dû. Mais les liens avec le microbiote, on en voit de plus en plus finalement dans la plupart des pathologies, qu'un microbiote non diversifié peut causer effectivement des pathologies cérébrales et notamment des pathologies, des maladies neuronales, enfin du cerveau finalement, et aussi bien même psychiatriques. Ça peut aller jusqu'aux dépressions, etc. Mais pas que. Donc ça, c'est vraiment à vérifier évidemment avec les médecins et voir s'il y a un problème par l'alimentation, mais ce n'est évidemment pas la seule raison de ce type de trouble.
Maintenant, nous pouvons aborder un petit peu le thème de la performance cognitive. Peut-on optimiser justement ces fonctions cognitives grâce à l'alimentation à l'âge adulte? Alors totalement, bah, déjà en consommant des oméga 3, puisqu'on sait que les oméga 3 ça fonctionne dans l'enfance, enfin, au cours de la gestation pour l'enfant, donc la mère qui est enceinte, dans l'enfance, au cours de la vieillesse, mais aussi au cours de l'âge adulte lambda, on va dire pendant notre période active, de jeune actif ou de moins jeune actif, mais en tous les cas, la période dans laquelle on travaille. Donc, cette consommation d'oméga 3 va nous permettre de maintenir nos performances cognitives, parce que comme je vous l'ai dit, les oméga 3 sont les constituants de nos membranes cellulaires. Les oméga 3 vont avoir un impact bénéfique, notamment sur ce qu'on appelle la neurogénèse. Or, la neurogénèse, c'est quoi? C'est la croissance neuronale. Et pendant un moment, on pensait que dans le cerveau, les neurones s'arrêtaient de naître. En fait, à un moment donné, on avait notre pool de neurones et que après, c'était plus qu'une mort neuronale au fur et à mesure que l'on vieillissait. On s'est rendu compte que finalement, dans certaines régions cérébrales, tout du moins notamment l'hippocampe, la neurogénèse pouvait continuer. Et ça tombe bien parce que l'hippocampe, c'est la région cérébrale notamment dédiée à la mémoire, mais aussi aux apprentissages. En plus, les oméga 3, par exemple, permettent une bonne transmission de l'influx nerveux, une bonne connexion entre les neurones. Or, on a besoin que ces connexions s'établissent, se fassent de manière adéquate. De fait, la consommation d'oméga 3 va être bénéfique. Après, on va avoir tout ce qui va être consommation d'antioxydants qui va protéger nos neurones du stress oxydatif. On va avoir la consommation de vitamines et on sait que évidemment les vitamines sont importantes, à la fois certaines sont antioxydantes et d'autres c'est parce qu'elles vont participer à la synthèse de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est quoi? Ce sont des protéines et effectivement, ce sont nos hormones du cerveau, mais ce sont des protéines. Et chacun de ces neurotransmetteurs est impliqué dans quelque chose. C'est-à-dire, plus spécifiquement, l'acétylcholine est plutôt le neurotransmetteur de tout ce qui va toucher à la mémorisation. La sérotonine, ça va être effectivement le bien-être, certes, le comportement alimentaire, mais aussi probablement d'autres types de choses. La dopamine, la motivation, la noradrénaline, la vigilance, l'attention, mais tout ont plus ou moins un apport sur l'attention, enfin un rôle sur l'attention. Et ce qui va se passer, c'est que pour que ces neurotransmetteurs soient synthétisés, certes, il faut un apport d'acides aminés en protéines. Par exemple, la sérotonine, ça va être le tryptophane. La dopamine, comme les autres catécholamines, comme la noradrénaline, l'adrénaline, ça va être notamment la phénylalanine et la tyrosine. Donc, il faut apporter des aliments qui sont riches en ces acides aminés. Mais quand même, pour que la synthèse se fasse, il faut l'apport notamment en vitamines, vitamines du groupe B notamment, vitamines du groupe C, vitamine D, mais aussi en minéraux comme le fer, le magnésium, et ça dépend après des neurotransmetteurs, parce que s'il n'y a pas cet apport en plus de l'apport protéique en acides aminés, la synthèse de neurotransmetteurs ne se fera pas. Donc, il ne s'agit pas de manger juste des aliments riches en tyrosine, en phénylalanine ou en tryptophane. Il s'agira aussi d'apporter les vitamines, les minéraux qu'il faut pour que ces vitamines et minéraux fassent l'effet et jouent le rôle de cofacteurs pour qu'il y ait cette synthèse. Parce que s'il n'y a pas synthèse de ces neurotransmetteurs, forcément, ça va avoir un impact sur notre cerveau et notamment un impact sur nos performances cognitives puisqu'ils y jouent un rôle. Vous avez énormément insisté sur donc, le rôle des oméga 3 dans le fonctionnement du cerveau. Du coup, est-ce que vous pensez qu'une complémentation à base d'oméga 3 serait utile pour la population générale? Ça pourrait être utile. Maintenant, moi, en tant que scientifique, effectivement, je connais les bienfaits des oméga 3. Il faut quand même peut-être vérifier au départ la consommation d'oméga 3 de la personne, parce qu'il ne s'agit pas non plus, alors c'est très rare, hein, parce qu'apparemment, dans nos pays occidentaux, on est plutôt en carence. Donc, c'est vraiment vérifier. Ça peut être bénéfique, mais quand même vérifier tout d'abord quelle est la consommation d'oméga 3 de la personne. Il ne s'agit pas juste de dire je consomme du poisson, je consomme ce type de poisson gras, c'est peut-être voir la portion. Ils sont assimilés, pas assimilés. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord les doser pour vérifier si c'est nécessaire ou pas nécessaire? Mais là, il n'y a qu'un médecin qui peut prendre effectivement, ou éventuellement un diététicien nutritionniste, mais qui peut prendre cette décision-là. Mais c'est vrai que ça peut être conseillé. En tout dis moi, je dirais déjà, dans un premier temps, peut-être enrichir l'alimentation naturelle par des aliments riches en oméga 3. Et si après, ça ne suffit pas, peut-être qu'il faudrait supplémenter. Mais est-ce que de passer tout de suite à la supplémentation, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Là, je ne peux pas répondre parce que c'est vraiment un personnel médical, une personne médicale qui peut répondre. En tant que scientifique, il faut des oméga 3. Plus il y en a, mieux c'est. Plus les taux d'oméga 3 sont importants, plus on a de meilleures performances, plus il y a de meilleurs résultats.
C'est ce qui s'est passé avec les personnes âgées. Plus il y avait des taux d'oméga 3, les personnes âgées qui avaient le taux d'oméga 3 le plus important, même si elles n'étaient pas en carence, étant celles qui réussissaient le mieux certains types de tests, par exemple cognitifs, comme sur la mémoire, l'attention. Après, toujours demander l'avis et j'allais dire ne rien faire de manière tout seul. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller se dire je consomme, etc. Parce que, voilà, il faut quand même demander l'avis d'une personne, d'un diététicien, d'un nutritionniste, d'un médecin qui pourra conseiller pour vérifier si cela est nécessaire. Au début de ce podcast, donc vous avez dit que vous étiez aussi spécialisé dans le stress. Mm. Du coup, quel est le rôle du stress dans le fonctionnement du cerveau et quel lien on pourrait mettre entre le stress et l'alimentation? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress va avoir des conséquences sur le cerveau. C'est-à-dire que vous savez qu'en situation de stress, on a deux systèmes qui se mettent en place. Le système d'alerte avec, on va voir libération notamment de noradrénaline et d'adrénaline qui nous permettent finalement de fuir ou de combattre. Et de manière concomitante à cela, on va avoir libération par les cellules rénales de cortisol. Alors le cortisol, c'est super. Je vais aller dire presque pour reprendre la phrase de qu'on se répète souvent au centre de gestion du stress. Le stress est fantastique parce que finalement, cette libération de cortisol, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin. Sans libération de cortisol, on ne serait pas motivé, on se lèverait pas le matin, on resterait dans son lit, etc. En revanche, ce qui va être dramatique, c'est que normalement, en fin de journée, le cortisol est censé diminuer et en situation de stress. On a tous des stress, hein, un examen à passer, une réunion à réaliser, etc. Ce genre de choses. Après le stress, notamment, ben, le stress va diminuer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une balance, l'organisme va revenir à l'équilibre et tout va bien. Le problème, c'est que lorsqu'il va y avoir un stress chronique ou lorsqu'on va mal gérer ce stress, c'est que ce cortisol va continuer à décharger, à être libéré. À ce moment-là, le cortisol va devenir toxique, c'est-à-dire qu'il va avoir cet effet toxique et notamment on a des récepteurs au niveau de l'hippocampe, cette région qui est impliquée dans la mémoire et les apprentissages notamment, et du coup, se fixant sur ces récepteurs, ça va impacter probablement nos performances cognitives, nous rendant moins performants parce que ça va créer des changements neurobiologiques finalement, pour la faire courte, hein, au niveau du cerveau. Donc ça, c'est un point effectivement important qu'elle voulait souligner. Et effectivement, pour répondre à l'autre question au niveau de l'alimentation, oui, il y a l'alimentation qui peut jouer. Attention toutefois, il n'y a pas une alimentation qui va nous empêcher de stresser. L'alimentation, on parle beaucoup de l'alimentation anti-stress. Quand on parle d'alimentation anti-stress, même en tant que scientifique, ce n'est pas l'alimentation qui nous empêche de stresser. C'est pas en mangeant ça, ça y est, c'est terminé, je ne stresserai plus de ma vie. On continue à stresser. Sauf que, comme on apporte à notre corps et notamment à notre cerveau ce dont il a besoin pour fonctionner correctement, ce qui va se passer, c'est qu'on va mieux le gérer. C'est ainsi que je vous disais tout à l'heure que la sérotonine est un neurotransmetteur important. Et la sérotonine se synthétise à partir de tryptophane. Tryptophane, acide aminé essentiel, apporté par l'alimentation. Il faut savoir qu'en situation de stress, la sérotonine, les neurones sérotoninergie, comme on les appelle, vont décharger. Elle va être libérée. Pourquoi? Parce qu'elle nous aide à mieux gérer notre stress. Donc, on voit bien qu'en situation de stress, si elle est libérée, au bout d'un moment, c'est comme un téléphone portable qui n'a plus de batterie parce qu'on l'a trop utilisé, il faut recharger la batterie. Donc, il faut reconsommer les aliments riches en tryptophane. Et si on ne le fait pas, bien évidemment, on va manquer de sérotonine, donc on va moins bien s'adapter au stress. Pareil pour le magnésium. En situation de stress, il est libéré, généralement il est sécrété dans les urines, donc il va falloir rebooster son pool de magnésium pour pouvoir effectivement, en prenant peut-être en complémentation alimentaire cette fois-ci, justement pour pouvoir donner à notre corps, à notre cerveau, ce dont il a besoin. C'est pareil pour certains types de vitamines, c'est pareil pour les antioxydants, donc on voit bien que finalement, ça va être important en fait, de donner à son corps tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Noradrénaline et adrénaline, ce sont des catécholamines synthétisées à partir de la tyrosine au départ et la phénylalanine. Donc ça veut dire qu'il faut une alimentation riche en ces aliments-là pour pouvoir effectivement pouvoir en synthétiser. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait les minéraux qui avaient un impact. Donc, j'ai parlé du magnésium, mais pas que, il y aurait le zinc. Il y a une étude qui a été menée au Canada sur des étudiants canadiens, donc qui étaient en première année et en quatrième année d'études, pour regarder leur stress et voir au niveau de l'alimentation les différences et s'il y avait un impact. Ils se sont rendus compte que finalement, les étudiants qui géraient le mieux le stress, c'est-à-dire qui étaient moins impactés,
finalement, étaient ceux qui consommaient le plus d'aliments riches en magnésium et riches en zinc. Donc, on voit bien qu'il y a un rôle, mais là, c'est plutôt d'apporter l'essence nécessaire pour que la voiture, notre moteur, se mette en marche, notre moteur étant du coup notre cerveau. Et peut-être pour finir ce podcast, est-ce qu'il y a un lien entre notre alimentation et le déclin cognitif chez la personne âgée? Alors, ça dépend dans quel sens on le prend, le lien. C'est-à-dire qu'on sait très bien que lorsqu'on consomme des oméga 3, par exemple, on vient de le dire, je l'ai répété pendant tout le podcast, des aliments évidemment riches en vitamines, vitamine B, mais pas que, vitamine C, des aliments riches en oxydants, tout ce qui va être polyphénol, phénylalanine, pardon, polyphénol et les flavonoïdes, etc., vont avoir un impact sur nos performances cognitives parce qu'on a montré qu'ils augmentaient les performances, qu'ils diminuaient le déclin cognitif, qu'ils diminuaient la formation des plaques bêta-amyloïdes que l'on voit aussi dans la maladie d'Alzheimer. Donc tout cela est bénéfique. Après, au niveau de l'alimentation, qui augmenterait ce déclin, qui poserait problème, généralement, ça va être les alimentations très riches en aliments ultra transformés. C'est-à-dire qu'on sait que les aliments ultra transformés sont mauvais pour la santé. Et là, effectivement, il peut y avoir un impact sur le cerveau. Ça peut être des aliments trop riches en graisse et en sucre, donc en sucre raffiné, bien entendu. Hein, je ne parle pas du sucre qu'il faut consommer quand même, parce qu'on en a quand même besoin pour que notre cerveau et notre corps fonctionnent, mais ces alimentations riches en graisse, en sucre, en tout ce qui est trop biscuit, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, mais peut-être faire attention, évidemment, au niveau de ce type de consommation, notamment chez les personnes qui pourraient être vulnérables au développement de maladies d'Alzheimer. Il y a des études qui sont en cours qui ont montré que les personnes qui avaient le gène qui pouvait leur donner une vulnérabilité supplémentaire par rapport aux autres personnes de développer la maladie d'Alzheimer était effectivement, il y avait forcément un lien avec la consommation de sucre et la consommation de sucre, de ce type de sucre, donc un goûter très sucré, vraiment très sucré, bon gâteau, on va pas se mentir, gâteau, pouvait avoir un impact sur l'apparition de la maladie. Je dis bien pourrait, et c'est vrai que actuellement, quand on parle de la maladie d'Alzheimer, on parle un petit peu du troisième diabète. Donc ça peut être effectivement, il faudrait voir avec les médecins creuser ce problème-là. Donc, c'est éviter ce type d'aliments et on le voit bien généralement une alimentation riche en graisses saturées et en produits trop sucrés qui sont, alors pas se les interdire, mais effectivement à limiter peuvent conduire à peut-être une diminution des performances cognitives. En tous les cas, on se sent peut-être un peu plus dans le brouillard, mais voilà, il faut faire attention. Mais en tous les cas, c'est plutôt avoir une alimentation saine pour pouvoir éviter ce déclin cognitif. Eh bien, docteur Moraes, je vous remercie pour votre intervention et votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast en compagnie du docteur Moraes, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.